on va le dire tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue aux Femmes de métier sur la thématique de la composition musicale ce soir. Je m'appelle Nathalie Cloutier, je suis productrice exécutive au studio documentaire de l'ONF. On va tout de suite remercier le FCTNM, les réalisatrices équitables et souligner aussi l'apport de l'INIS pour la diffusion de l'événement via Facebook, évidemment, en direct de leur fabuleux studio Série Plus. Comme je disais, c'est une initiative du studio documentaire. C'est leur 4e rencontre autour des femmes de métier. Il y en a eu une où on a parlé avec des femmes qui faisaient du montage, une autre des femmes de son, l'autre c'était les directrices photo. Et on termine le quatuor par celle qui s'occupe aussi de nos oreilles, mais plus particulièrement de la musique, donc qui raconte les histoires, qui raconte l'invisible par les notes. Donc, on va l'aborder avec ces 3 femmes-là ce soir. Alors, le but de ces rencontres-là, évidemment, c'est de réunir des femmes qui sont à différents stades de leur carrière. Je cherche toujours une manière de le dire. On disait génération au début. Le but, c'est différents stades de leur carrière. Une qui débute, qui sort de l'école, une qui est à mi-carrière et une qui a une longue carrière derrière elle. Est-ce que ça se dit comme ça? On peut dire ça? Une carrière en avant derrière le et une longue carrière en avant. Pas juste le passé. Je vais trouver la bonne façon de le dire. Donc, le but, évidemment, c'est d'inspirer et d'encourager une réflexion sur la place que les femmes occupent dans la création cinématographique. Mais il s'agit surtout de parler de création, de parler de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne et d'inspirer d'autres personnes à faire de même. Donc, la rencontre se veut conviviale, évidemment. Vous pouvez m'interrompre, vous pouvez les interrompre, poser des questions, lever la main, donner votre point de vue, partager peut-être aussi, parce que je sais qu'il y a des compositeurs, des compositrices dans la salle, partagez votre point de vue sur le métier aussi, on aime ça vous entendre. Les gens qui sont en Facebook Live, vous pouvez aussi intervenir. On va prendre aussi vos questions. Donc, je vais tout de suite passer aux 3 femmes qu'on a avec nous et je vais vous les présenter. Bon, je vais faire vraiment leur bio, parce qu'il faut prendre un petit moment pour écouter vraiment à qui on a affaire. Alors, la première, ici à ma droite, Judith Gruber-Sitzer, a composé la musique de plus de 80 productions pour le cinéma et la télévision, dont des longs et courts-métrages, documentaires, fiction et animation, et des séries animées, en plus de publicités, de productions de danse et de théâtre. Avec un style aussi varié que les films qu'elle a mis en musique, elle travaille à Montréal et à l'étranger, et ses compositions ont résonné dans les festivals de cinéma du monde entier. Parmi les films d'animation les plus notables auxquels elle a contribué à l'ONF, mentionnons When the Day Breaks de Wendy Tilby et Amanda Forbes, Palme d'Or à Cannes. Ce film a également été en nomination aux Oscars, tout comme une autre animation de ces cinéastes, Une vie sauvage et Zoothérapie, d'Alison Snowden et David Fine, tout récemment, nominés aux Oscars. Ouais. Elle a aussi travaillé à 2 téléfilms de fiction avec Robert Altman. Elle vient de terminer la musique du long-métrage documentaire Conviction, une coproduction entre l'ONF et C2C. Wow. Bravo. Ça vaut la peine de faire un Facebook Live. Hein? Okay. Jenny Salgado est une auteure, compositrice, interprète québécoise d'origine haïtienne qui a lancé son premier album en 1999 avec le groupe phare Mosaïen, dont je me souviens bien, avant d'amorcer sa propre carrière solo. Première femme rappeuse et beatmaker francophone en Amérique du Nord, elle est reconnue par des journalistes et ses pairs comme l'une des femmes qui a marqué l'histoire de la musique au Québec et l'une des grandes voix de la musique haïtienne. Depuis 2010, elle a signé la trame sonore de plusieurs fictions et documentaires, dont Raconte-moi, Haïti et Montréal, On me prend pour une Chinoise, Scratch, pour lequel elle a été primée au Canada et aux États-Unis, et La chute de Sparte, ainsi que de jeux vidéo conçus par EA et Ubisoft, sans oublier sa participation à des nombreux projets spéciaux comme Cosmica se réveille avec James DiSalvio, Rudy Bilodeau et Diane Dufresne, créé pour le 375e anniversaire de Montréal. Jenny vient de terminer avec André Courcy
la trame sonore du long-métrage documentaire Kembela, jusqu'à la victoire de Will Prosper, produit par l'ONF. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec elle sur ce film. Donc, la troisième, mais non la moindre, Claudie Bertounesque est une compositrice de musique de film basée à Montréal, innovatrice, créative et passionnée. Elle a notamment composé la musique du long-métrage documentaire François Barbeau, créateur de costumes en 2018 de Jean Baudry, en collaboration avec le compositeur Robert Marcel Lepage. On va parler de cette collaboration-là d'ailleurs. Ainsi que la bande sonore du court-métrage Jackalope? Jackalope. J'ai oublié de te demander comment on le dit, hein? Jackalope, de Jean Fugaza. À la suite d'une commande de l'orchestre de l'Université de Sherbrooke, elle a aussi composé et orchestré Anaka, une œuvre inspirée du roman d'Anna Karénine de Léon Tolstoï. Claudie Bertounesque termine actuellement ses études de deuxième cycle en composition de musique à l'image à l'Université de Sherbrooke. Elle a été l'élève des compositeurs Robert Marcel Lepage, Benoît Groux, Maxime Goulet et Thierry Gauthier. Elle se démarque par sa créativité, sa polyvalence, sa sensibilité, ainsi que par sa grande ouverture à différentes formes de musique. Donc, on va passer une bonne heure avec ces trois femmes. Je pense qu'on a beaucoup de choses. On va apprendre beaucoup de choses, mais on a beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes à se faire raconter. On commence tout le temps ces rencontres-là en demandant un petit peu à chacune des invités, qu'est-ce qui les a amenés vers ce métier-là. Parce que je trouve que ça trace toujours un peu comment, après, on exerce le métier, comment on y est arrivé. Je commencerai avec Judith. Moi, c'était par hasard, complètement. Moi, j'ai un diplôme comme professeur d'anglais. Alors, je peux maintenant voir comme mon adoration pour les histoires et le corps dramatique dans un film. Ça fait une liaison avec la musique et qu'est-ce que j'ai choisi à soutien dans un film. Mais quand je dis que c'était complètement par hasard, c'est parce qu'il y a très longtemps, j'arrivais à Montréal comme un jeune hippie dans une van Volkswagen. J'avais pas de place à rester. Le Co-op Vidéo avait une pièce extra dans leur bureau. Ils ont me loué ça. Et il était en train de faire un film sur un petit documentaire. Il n'y avait pas de sous. Et il voulait quelqu'un qui pouvait jouer un morceau de Eric Satie au piano. Ils ont me demandé. Et j'ai dit oui. Il dit qu'il pouvait me payer $50 un jour. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai gardé ça en arrière de ma tête. Puis après ça, Marie Savard, une poète extraordinaire québécoise, une de ces musiciennes m'a entendu jouer la mandoline dans la rue parce que je faisais ça dans le métro et tout ça. Puis j'étais demandé à joindre sa groupe, la Jazzerie. Et c'est par le biais de Marie Savard que j'ai rencontré Pauline Julien, Gilles Vigneault. C'était ma présentation à Société québécoise artistique qui était extraordinaire. Après ça, j'ai joué avec un groupe Wonder Brass. On était à la fois 10 femmes sur la scène. Wonder Brass. Yes. J'adore. C'était une musique actuelle. On s'habillait dans une manière drôle, on était un peu comique sur la scène, mais c'était une musique assez flyée. Et c'est par cette biais un peu de notre présence sur la scène que... j'étais en ligne pour voir... En tout cas, j'étais dans Wonder Brass pendant 7 ans. Puis, une soir, j'étais allée voir Laurie Anderson au Spectrum. J'étais dehors, en filet, en attendant. Puis, quelqu'un dit, « Ah, Judith, j'aimerais bien te présenter à Bonnie Klein, qui était une réalisatrice de documentaire bien reconnue à Studio D. » Et Bonnie m'a rencontrée, elle connaissait Wonder Brass. Elle dit, « Ah, c'est flyé, peut-être tu peux venir à Studio D présenter ton démo. » Alors, j'étais allée une semaine plus tard dans une petite pièce avec 9 réalisatrices. It was extraordinary. This is like unheard of to have 9 directors. Alors, je faisais jouer ma musique, puis après ça, elle a commencé à m'engager une après l'autre. Et j'ai commencé à travailler avec José Baudette à Studio Regard de Femmes. Et c'était comme la université de comment composer les musiques de films. Je n'avais jamais pensé à ça comme métier, mais avoir tant de films, une après l'autre, je pense que j'ai bien appris le métier. Je trouve le documentaire, c'est plus difficile à scorer que de fiction.
Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que Studio D, c'est pas la première fois qu'on en parle avec les femmes de métier. Il y a eu Hélène Girard qui était ici aussi justement. Pour le montage. Il y a eu aussi Catherine Van Der Donk qui nous a parlé aussi de Studio D, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas. Avec plaisir. C'était à l'ONF. En quelle année ça a été créé, Studio D? Nicole Hubert qui est là. Début des années 70, fin des années 60, avec vraiment l'intention de favoriser les femmes. C'était les gens ONF organisés dans le milieu de film en général, qu'il y avait très peu de réalisatrices, très peu de femmes en son, en montage. Et d'ailleurs, c'était Hélène Girard, par son recommandation, que Robert Altman avait engagé aussi. Mais Studio D, donc, c'est un studio créé à ONF pour encourager les femmes à faire les films. Alors, à un moment donné, elle a réalisé qu'elle n'avait pas les preneuses de son. Elle n'avait pas une femme qui faisait la musique, une compositrice. Donc, Catherine Van Der Donk, moi, et même Shelley Craig est venue en même temps. Et Justin Plimlott, aussi, qui était preneuse de son. Ils sont toujours à l'ONF, les deux. Oui, Justin Plimlott est productrice à Toronto. Il faut que je dise, les 4 femmes qui étaient engagées, moi inclus, on a continué à avoir les bonnes carrières. 4 of us, I think we've done quite well. Oui, mais malheureusement, on était les seuls. Après nous, il n'y avait personne. Il n'y avait pas une autre femme après moi. Et ça date de peut-être 30 ans. And so this is not something that I've ever been happy about or pleased about. It's actually rather shocking. Et ça fait juste 2 ans qu'ONF a décidé ou a fait un règlement à engager plus les femmes. J'étais toujours bien traitée par ONF, je ne dis pas ça, mais c'est juste que les problèmes de femmes dans le milieu de musique de film, ce n'est pas réglé encore. Non, c'est ça, il faut comme... Dans ce cas-là, ça a été une très bonne geste. Façon volontaire de dire on fait de la place, oui. on fait on a tous eu des bonnes carrières. Oui. On va revenir à Robert Altman. Après. C'est quand même intéressant. Jenny, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu es arrivée, plus spécifiquement à faire de la musique de film, mais ton parcours avant, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Mon parcours avant le film? Je suis relativement débutante dans le domaine aussi. J'écoute Judith parler, puis je suis extrêmement impressionnée et admiratrice. Bravo, vraiment, ça m'inspire. Moi, je n'ai pas autant d'expérience que ça. J'ai plus 20 ans de carrière en musique en général. Puis j'allais dire que c'est la musique qui est venue me chercher avant le film, mais ça, ce n'est pas vrai non plus. Parce que je me souviens que très petite déjà, j'écoutais des films, j'écoutais même des animations, puis la musique venait me chercher rapidement. Pas seulement l'image, mais la musique venait me chercher. Puis dans mes souvenirs aussi, les musiques sont restées imprégnées de ce que j'ai vu quand j'étais très, très, très jeune. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé tout de suite à faire une production très cinématographique. Les gens me démarquaient comme tel et me disaient « Ouais, ta musique, elle sonne cinématographique. » Et j'imagine que c'est pour ça que, au fil du temps, je me suis fait proposer par différentes personnes d'appuyer leur image avec de la musique. Je ne m'attendais pas à ce que... Je n'ai pas suivi ce parcours. Je ne suis pas entrée directement dans la machine cinématographique au départ, mais c'est des artistes de l'image qui sont venus me chercher puis qui m'ont proposé, en écoutant mon style de production et de composition, mon style mélodique, de coller ma musique sur leur image. Et au départ, on est venu me chercher beaucoup pour ce que je proposais déjà musicalement. Donc, j'ai signé beaucoup de trucs qui étaient sur le hip-hop en général, parce que je viens beaucoup de la musique urbaine, donc beaucoup de trucs sur le hip-hop. Il y avait beaucoup de petits documentaires qui se faisaient là-dessus, sur le hip-hop, sur les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, les hoods, les ghettos, si on veut. J'ai signé beaucoup de trucs aussi sur la culture haïtienne, qui est une culture très présente au Québec. Donc, ce côté-là de la sonorité musicale, on est venu me chercher pour ça aussi. Et de fil en aiguille, j'espère que le talent ou la forme de langage que j'avais musicalement s'est démarqué plus que l'espèce de ghettoisation du sujet, puis que certaines personnes sont venues me chercher pour appuyer autre chose qui n'avait plus rien à voir avec
soit d'où je venais, ou soit mon origine, ou soit, tu sais, que ce soit pas nécessairement ma féminité ou ma négritude ou tu sais, le fait d'avoir grandi dans des milieux défavorisés ou X, Y, Z ou le hip-hop, mais qu'on est venu me demander de faire des trucs qui étaient simplement à caractère artistique et qu'on est venu me chercher pour l'art, pour le langage artistique que j'avais. Et je veux donner un shout-out à Nicole Giguère, que j'ai vue dans la salle à quelque part, qui est une des premières qui est venue me chercher, qui m'a proposé de scorer un de ses documentaires et qui s'appelle « On me prend pour une Chinoise » et qui m'a demandé qui m'a donné le défi un peu d'aller chercher la modernité musicale, le son très jeune, très moderne, très urbain, mais d'aller coller une musique chinoise, plus inspirée par la musique chinoise. Parce que c'est sur l'adoption, hein? C'est sur l'adoption en Chine, voilà. C'est bien de le mentionner. Et ça a été un défi pour moi d'aller dans un langage que j'entendais, mais que je n'avais jamais étudié, et de découvrir le langage de la musique chinoise. Pour moi, ça a ouvert les horizons. Et ça a été tellement un kiff, ça a été tellement un trip que là, je me suis plongée de tête première dans cette façon de voir, d'entendre la musique et de concevoir la musique. Et d'enlever justement les balises, la zone de confort, puis de tout le temps aller dans quelque chose d'exponentiel. Et pour moi, ça a commencé comme ça. Peut-être juste pour compléter, tout à l'heure, quand j'ai fait ton intro, on n'en a pas parlé, mais il y a toute ton approche de la musique aussi. Je sais que tu vas aux États-Unis des fois. Ouais. J'aimerais ça que tu en parles juste brièvement parce que je trouve ça intéressant. Tu as une réflexion aussi sur la musique, mais par rapport aussi à la transmission, comme prof, mais je veux dire, par rapport au style de musique que tu fais. Je trouve ça important de... Est-ce que j'ai un rapport particulier? Non, je pense qu'il y a une multitude de façons d'aborder la musique et d'aborder la musique au cinéma aussi. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a comme une multitude de propositions. J'imagine, sans réfléchir trop longuement, qu'il y a des gens qui le voient comme un travail, donc ils ont une tâche à accomplir, un travail à remettre, avec une façon de faire à respecter. Et de l'autre côté, tu as le délire artistique, tu as celui qui l'approche avec une espèce d'élan artistique complètement fou et déluré. Et entre les deux, je pense qu'il y a une multitude de possibilités, de zones de grille et d'intensité. Moi, je me place beaucoup du côté de l'artiste. Du délire? Oui, dans un délire quand même attelé, là, comme que je tiens en bride quand même, là, mais dans le sens que c'est pas... Ça prend des gens... J'ai des gens autour de moi, j'ai une équipe qui me ramène les pieds sur terre, qui me ramène à ce que le public doit entendre, à ma temporalité, à quelque chose qui est plus facile à avaler pour le public moyen, parce que moi, j'ai tendance à aller beaucoup dans l'expression, la nécessité de l'expression, puis dans le devoir aussi. J'accepte de prendre l'engagement social qui va derrière la musique et derrière chaque pièce, surtout quand il y a une image que je dois appuyer. J'ai tendance à m'éloigner des formules, de ce qu'on s'attend à entendre sur l'image et de plutôt essayer de comprendre l'image, de comprendre ce qu'elle veut dire, puis de voir, moi, ma place, elle est où? Qu'est-ce que je dois appuyer? Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois souligner? Surtout quand l'image, elle a un statut qui est poignant, puis qui est, comme dans le dernier film sur lequel on a travaillé ensemble, où il y a beaucoup de trucs. C'est un film qui est très universel, très terre à terre, mais qui en même temps qui porte une lourdeur, un poids historique. Et quand je sens qu'il y a un poids historique, par exemple, je sens que la musique doit respecter ce poids historique et je dois comprendre et je dois souligner exactement ce qui me revient, moi, comme responsabilité de souligner pour pouvoir laisser l'image dire ce qu'elle a à dire, puis de souligner peut-être le non-dit, souligner peut-être un deuxième, un troisième, une troisième signification, tu sais, pousser la réflexion sur cette image, tu sais, aller chercher ce truc qui est pas nécessairement en front line, mais qui va te rester à l'esprit quand tu repars. J'aime bien travailler de cette façon-là, en fait. On va y revenir. OK. Mais oui, tout à fait. Okay.
J'ai appuyé sur le bouton, hein? Ouais, c'est ça, je peux partir longtemps. C'est l'artiste parfait. qui délire. Non, on va revenir OK. à ça. Parce que justement, la place de la musique au cinéma, particulièrement au documentaire, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, puis on va y revenir. Je veux juste donner un petit peu la parole à Claudie pour qu'elle nous parle un petit peu de son parcours. Oui. Donc, qui est je dois dire... autre style. Un autre style. Je dois dire, je me sens un peu petite dans mes souliers aussi ce soir. Moi, j'ai très peu d'expérience, comme tu as dit tantôt. Moi, je sors de l'école. Quand je suis venue à la musique de film, bien, moi, j'ai commencé à jouer de la musique par moi-même. Quand j'étais voir mes parents, j'ai dit, j'aimerais ça avoir des cours de musique. Ils m'ont dit, écoute, tes 2 sœurs, on a essayé, puis ils voulaient rien savoir. Fait que j'ai dit, OK. Fait que je vais leur prouver que je veux vraiment faire ça. Donc, j'étais allée chercher un vieux clavier que mes parents avaient acheté à ma sœur plus vieille, qui avait joué 2 notes dessus à Noël, puis après, ça avait été serré dans un tiroir. Puis, j'ai vraiment appris la musique par moi-même. J'ai commencé à composer des petites chansons par-ci, par-là. Puis, j'ai montré ça à mes parents. Mes parents n'étaient pas encore impressionnés, mais j'ai dit, OK, achetez-moi une guitare, puis je vais vous montrer que je sais jouer la guitare, même si j'ai aucun cours. Ils m'ont acheté une guitare, je me suis mis à jouer, puis je leur ai prouvé encore une fois que je pouvais. Fait que là, ils ont commencé à dire, bon, ben peut-être qu'elle a un certain talent. Donc voilà, j'ai commencé comme ça à jouer de la musique par moi-même, autodidacte. Puis j'ai commencé la composition comme ça. Puis en fait, j'ai toujours su que je voulais faire... Mon métier, je voulais que ça soit en musique, mais je ne savais pas en quoi. Puis je ne savais pas que la musique de film, elle existait. Bien, je pense qu'il n'y a pas grand personne qui sait que ça existe comme métier. Hein? Donc, bon... C'est très banal comme histoire, mais j'étais sur YouTube, j'écoutais de la musique. Moi, j'ai fait ça toute mon adolescence, en fait. Puis, je suis tombée sur une session d'enregistrement, en fait, de Hans Zimmer, qui est un grand compositeur en musique de film, très hollywoodien, très commercial, mais bon. Je le voyais travailler, puis ça m'a vraiment fascinée, en fait. J'ai vraiment été fascinée par ça. Il travaillait avec les musiciens, il disait pourquoi il avait fait telle musique, puis je savais pas que ça existait, puis ça a vraiment été une révélation. Puis, à partir de ce moment-là, je me souviens, j'avais 14 ans, je me suis dit, je veux faire ça de ma vie, je vais être compositrice de musique de film. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, ça fait 10 ans. Puis... Il en reste encore beaucoup devant. Oui, c'est ça, il en reste beaucoup. Puis, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, comment je vais y arriver? Comment je vais faire? C'est quelles études que je vais faire? Puis, en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop de programmes, en fait. Puis, par hasard, je suis tombée sur le programme de composition de l'Université de Sherbrooke, qui venait tout juste de commencer. C'est un programme de composition de musique à l'image. C'était un des premiers au Québec. Qui existe depuis quand? Ça fait vraiment pas longtemps. Je dirais peut-être 5-6 ans. En fait, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Puis, en fait, ils refont le programme à chaque année pour le rendre encore plus meilleur. Puis, encore plus apte, en fait, vraiment, dans le fond, au cinéma d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, OK, moi, je m'en vais à Sherbrooke. Moi, j'ai Lanaudière. Donc, c'était un peu plus Montréal qui m'attirait au début, mais là, j'ai fait, bon, je m'en vais à Sherbrooke, ce programme-là, il a l'air vraiment fascinant, je m'en vais là. Donc, je suis allée étudier là. J'ai rencontré plein de personnes incroyables, des professeurs qui étaient vraiment dédiés à leur tâche. Puis, je suis rentrée là, puis j'ai dit, écoutez, moi, je veux faire ça dans ma vie, je vais être compositrice de musique de film, amenez-moi là, puis c'est ça. Dans le fond, j'ai étudié là-dedans. Puis me voilà aujourd'hui, ici. Là, tu es au 2e cycle. Je suis au 2e cycle, oui. Je termine là, je suis en pleine fin de session. C'est affreux. Mais je suis hyper contente d'être ici. Mais t'es avec nous. Je suis avec vous, je suis hyper contente d'être là. Puis je suis hyper contente aussi de parler de ce métier-là parce que c'est un métier tellement inconnu aux gens. Puis les gens, ils savent comme pas réagir à chaque fois que je leur dis que j'étudie là-dedans. Je dois leur expliquer à chaque fois. Puis je trouve tellement qu'il n'y a pas de filles dans ce métier-là. C'est ce que j'allais te demander. Tu m'en parlais avant. Combien de filles dans ta cohorte? Moi, quand j'ai commencé, on était 3, sur peut-être une quinzaine, vingtaine. Puis je suis la dernière. Il y en a une qui a délaissé un peu, mais je suis la seule qui est restée puis qui a fini mon baccalauréat. Il y en a plein. Il y en a une dans la salle aussi, ici, oui. Il y en a plein. Il y a plein de filles. Tu sais, je veux dire, ça commence vraiment à chercher les jeunes filles, puis voilà. Mais 1 sur 20, c'est trop peu, je trouve. Oui. Ouais, mais... Qu'est-ce qui ferait, selon toi,
Est-ce que tu peux émettre une hypothèse de pourquoi il n'y a pas de filles? Moi, je dirais que c'est vraiment parce que c'est pas encouragé. C'est un métier qui n'est pas encouragé quand on est jeune. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille très artistique, très ouverte. Mon grand-père était peintre. Puis moi, ma mère, c'est quelqu'un qui a vécu en campagne toute sa vie sur une ferme, ce qui fait que c'est une femme forte, si on veut. Ma grand-mère, pareil. Ce qui fait que mes parents m'ont jamais empêché de faire des choses parce que j'étais une fille. Puis on pense que c'est pas commun, mais c'est hyper commun, en fait. Des fois, il y a des parents qui disent « Non, moi, je veux pas que ma fille elle joue avec des dinosaures, là. Elle va jouer avec des Barbies, là, parce qu'un jour, elle va se faire niaiser. » Mais moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé jouer avec des dinosaures, tu sais. Puis quand je leur ai demandé une guitare, ils m'ont dit « OK, on va t'en acheter une. » Fait que je pense que c'est vraiment c'est une question que c'est pas assez encouragé auprès des jeunes filles. Ouais. Donc, c'est donc à l'Université de Sherbrooke aussi que tu as rencontré Robert-Marcel Lepage, qui est devenu comme un espèce de mentor ou avec lequel tu as travaillé après. Oui, exactement. En fait, on est, dans le fond, on a des cours de composition privée. Puis on choisit nos mentors, on choisit nos professeurs. Puis moi, j'avais choisi Robert à une de mes dernières sessions parce que Robert, c'est une sommité dans le milieu. C'est quelqu'un qui a une vision complètement différente, selon moi, des autres compositeurs qui étaient là. J'avais déjà travaillé avec Maxime Goulet aussi, qui fait beaucoup de musique classique, beaucoup de musique de jeux vidéo aussi. Puis, en fait, Robert, comme je dis, c'est qu'il a une vision hyper artistique, complètement flyée, différente. Puis moi, ça venait vraiment me chercher. Puis je me suis dit, je pense que c'est en me trouvant une signature, en fait, un peu de ce côté-là qui m'aiderait vraiment à me démarquer dans ce milieu. Parce que c'est vraiment un milieu qui est difficile de se démarquer, pour ceux qui ne le savent pas. Je pense que pour réussir, il faut avoir une signature. T'sais, comme tu dis, on est venu te chercher pour toi, pour ce que tu étais. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? On va parler de ça. On en reparlera. Oui, on vous en avez reparlera. 3 positions assez différentes là-dessus, ce qui est assez fantastique. Oui, tout à fait. Donc, parlons-en d'abord de ça, de la signature. On est dedans, là. Donc, se trouver une signature, pas se trouver de signature. Judith dit qu'elle n'est pas d'accord parce que je pense que toi, tu considères que ta force, c'est d'être versatile. Et moi, je pense que c'est le film qui devrait avoir une signature, pas moi. Alors, quand je vois un film que Philip Glass a fait la musique pour, c'est fun d'attendre Philip Glass, mais je n'attends pas le film. Alors, moi, je cherche toujours, quand je regarde les films, quelque chose qui s'identifie avec le film qui est unique. Une signature, si tu veux, comme mot pour le film. Que quand on attend cette petite motif musical, c'est tellement collé après le film, ça donne une identité. Comme le film Moonlight qui a gagné un Oscar il y a 2 ans pour la meilleure musique de film. Nicolas Brettel is his name. C'était un motif tellement simple et tellement beau. Alors, si c'était Philip Glass qui avait scoré, si on peut parler de mauvais français, qui avait scoré ça, it would be Philip Glass. Soit, ça, c'était un motif identifié et magnifique avec le film. Et même Terence Blanchard, qui a fait la musique pour Spike Lee's film Black Klansman, a gorgeous score. C'est vraiment magnifique, qui, pour moi, donne la vie au film. Alors, tout ça dit qu'une signature de moi-même serait une insulte. Si quelqu'un regarde un film et dit « That's a Gruber-Stitzer score », I wouldn't be happy with Mais that. est-ce qu'une signature, ça peut être aussi la manière de travailler la musique dans un film? C'est peut-être pas une sonorité, c'est peut-être pas une... Mais est-ce qu'un réalisateur, par exemple, t'a travaillé 2 fois avec les mêmes, avec Snowden et Fine? Ouais. 2 films d'animation. Non, ça, c'est Wendy Tilby et Amanda Forbes, oui. Est-ce qu'ils sont allés te chercher 2 fois à cause de ta manière de travailler sûrement les films? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers toi? Amitié. Non, mais c'est vrai. Alors, ta signature, c'est l'amitié. Non, mais c'est vrai parce que c'est une collaboration tellement émotive et intime. Si une réalisatrice, un réalisateur me donne son œuvre, moi, je peux tellement changer l'intention de chaque scène avec la musique, rendre une scène triste, violente, une scène violente, triste et amoureuse, que c'est une confiance qu'on accorde au compositeur de musique de film qui est énorme. Alors, et on parle de musique qui n'est pas un langage verbal. Alors, je parle très rarement de qu'est-ce que je vais faire pour une musique de film parce que je n'ai pas de mots pour ça. C'est pour ça que la musique existe. Alors, c'est vraiment un geste de confiance assez extraordinaire entre un réalisateur et un musicien. C'est pour ça que tu vois souvent les réalisateurs retournent aux mêmes personnes parce qu'ils se saisissent ensemble.
de mon avis. Moi, je pense je pense que tu as raison, absolument. Et en même temps que tu as raison, absolument, je pense qu'il y a l'approche totalement opposée qui peut être aussi bonne. Mais tu as dit à la fin de ton discours sur ta musique, qui était superbe, que tu aimerais bien d'être engagé pour la musique pure, pour la musique qui ne parle pas des choses pour lesquelles tu es reconnu déjà, que tu aimerais bien d'être engagé pour n'importe quelle sorte de musique aussi. Oui, en ce sens que j'aime bien qu'on vienne me chercher parce que je suis Jenny Salgado et non pas parce que parce que je représente la négritude ou parce que je représente le ghetto ou le rap ou la féminité, mais parce qu'on aime mon travail. Puis moi, je ne veux pas être engagée comme compositrice. I want to be hired in English as a composer. A neutral word. I want to be hired for my music. Pas parce que... Pour ta musique et non pour le fait que tu sois une femme. Oui, parce que maintenant, c'est drôle. Maintenant, je commence à voir les appels et les gestes vers moi depuis comme un an et demi, un peu de nouveau. Les gens que je connais pas, qui étendu mon, je sais pas, qui me trouvaient online ou quelque chose comme ça, mais c'est parce qu'ils cherchaient une femme. Et je suis contente d'avoir de nouvelles sources de boulot, mais en même temps... En même temps, tu es facile à trouver. Désolée, c'est pas la plus compliquée. Oui, le nom groupe instituteur n'est pas très commun. Oui, puis Oscar. Mais à part de ça, les gens qui m'approchent parce que je suis une femme, I would rather it just be for my music. C'est parce qu'ils ont entendu une bande sonore qu'ils trouvaient extraordinaire ou flyée ou suffisante, puis ils voulaient m'engager. Ben voilà, mais c'est là que je pense que peut intervenir la signature, qui va faire qu'on ne verra plus la femme nécessairement, mais qu'on va entendre le style, l'approche, l'expression de Judith. Ou tu vois, moi, quand j'écoute Philip Glass, par exemple, quand j'ai vu les Cathy, la série des Cathy, parce que quelqu'un peut t'approcher avec un film en disant le film, il est complet, il est total, je veux juste que tu viennes te placer dans les interstices. Et ça, c'est absolument respectable. Puis il faut être capable d'avoir la bonne personne qui peut le faire aussi. Parfois, un réalisateur va te dire, j'ai une œuvre, je veux que tu viennes coller une seconde œuvre à la mienne, puis que ça fasse un tout. Et là, à ce moment-là, tu peux regarder l'image, tu peux écouter la musique, c'est autre chose. Tu peux mettre les deux ensemble et ça donne une troisième affaire. Puis ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Quand Will est venu me chercher pour le dernier film sur lequel j'ai travaillé, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, je ne veux pas te dire où aller parce que je veux que tu crées une œuvre toi aussi. Je veux même parfois que tu me donnes la musique et que moi, je colle l'image dessus. Et la signature pour laquelle il est venu me chercher, c'est celle-là qui me représente et c'est celle-là à laquelle je tiens aussi, tu vois. Et voilà, quand j'écoute les Cathy, par exemple, je n'aurais pas entendu autre chose que Philip Glass dessus. Il y a quelque chose qui vient te chercher, qui te garde bouche bée dans ce que tu vois, à quel point ce que tu vois est collé sur ce que tu entends quand tu entends la musique aussi. Et après, tu vois quand est-ce que cette personne-là a été calquée par d'autres. Tu vois quand est-ce qu'il est venu emmener une forme de langage que d'autres ont repris après. Puis moi, ça m'impressionne beaucoup aussi dans la construction artistique en général, mais dans la construction musicale en particulier. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle une signature, puis c'est ce que je trouve qui fait des légendes aussi. Certains sont légendaires parce qu'ils ont cette versatilité-là, justement, de pouvoir s'adapter et de changer et d'être fluide. Et d'autres ont ce quelque chose de très reconnaissable, que parfois, c'est ça que tu veux entendre sur ton film. Tu te dis, c'est du Philip Glass que je veux entendre dessus, et j'appelle Philip Glass directement. Mais pour une carrière... Comme RZA, par exemple, avec Tarantino. RZA, que j'aime beaucoup parce que lui aussi, c'est dans la musique urbaine, dans le sampling et tout. Et Tarantino, il s'est collé à RZA. Ils ont travaillé sur plusieurs trucs ensemble. Parce que RZA, il a cette signature. Tu reconnais tout de suite. Tu regardes un film, la musique commence, tu te dis « Oh my God, ça c'est RZA ». Et ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est cette signature de RZA. Ou de Ennio Morricone, par exemple. Dès que tu entends Ennio Morricone, il en a influencé plusieurs après parce qu'il a emmené une forme d'approche de la musique, une forme de langage musical qu'on n'avait pas entendu avant. Et là, tu fais comme, OK, wow. C'est ces gens-là qui viennent créer une inspiration chez toi, en fait,
qui te pousse à aller chercher ton propre langage à toi, en fait. Et pour moi, c'est ça la signature, puis c'est ce qui vient me chercher Mais dedans. peut-être c'est juste sémantique entre nous deux, parce que pour moi, Philip Glass, c'est un compositeur de musique contemporaine. Sa personnalité est tellement forte que je ne vois pas le film. J'attends Philip Glass, soit Morricone, c'est une autre affaire. Je vois un maître de musique de film qui interprète, qui crée les thèmes, qui colle bien au film. Alors, peut-être c'est juste une différence de langage. De perception, peut-être. Ouais. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Mais j'allais poser une question à Judith. Est-ce que dans ce cas-là, pour toi, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Philip Glass, est-ce que tu penses que ça viendrait de chercher autant qu'un compositeur comme toi et moi qui connaît bien son style puis qui le reconnaît comme ça? Est-ce que... Je ne comprends pas la question. Par exemple... Parce que si je connais pas Philip Glass, puis je vois un film où il a fait la musique, est-ce que ça m'empêche? Est-ce que la musique à ce moment-là nous empêche d'apprécier le film? Non, en fait, non. Mais OK. Donc, il y a probablement une rencontre à ce moment-là. C'est une très bonne question parce que ça parle d'éducation, de musique contemporaine. Mais aussi, il faut que je dise, de ma point de vue personnel, je ne peux pas dire combien de fois je t'ai demandé à imiter Philip Glass pour les documentaires. No, this is not a joke. C'est comme unbelievable. Une fois, j'étais obligée à l'imiter comme presque note par note parce qu'ils ont mis une musique temporaire et ça marchait bien. La musique temporaire. Ça donnait un côté dramatique et poignante et oh non. Mais la musique temporaire, là, ça devrait être interdit dans les salles de montage. Babel, là, je suis plus capable de l'entendre. En plus, c'est une musique de film, Babel, puis là, il colle. Je suis plus capable de rentrer dans une salle de montage puis entendre la musique de Babel. C'est la musique d'un autre film, on prendra pas cette musique-là. Non, c'est ça. Donc, peut-être pour revenir à la signature, Claudie, je me rappelle quand on s'est rencontrés, puisque toi, justement, tu termines l'école, tu cherches un peu, pas ta signature, mais justement, tu trouves un peu comment toi, tu es à l'aise de travailler. Oui, c'est ça, exactement. Je trouve, c'est exactement ça. Quand on parle de signature, on parle un peu de ça aussi, de comment vous travaillez la musique dans un film, comment vous approchez ça. Oui, exactement. Puis mes réflexes qui se développent puis que je vais probablement avoir toute ma vie. Je dis pas que c'est bon d'avoir des réflexes, c'est bon d'aller à l'encontre de ces réflexes, mais c'est exactement ça. Puis, comme tu dis, je me cherche en un sens. Je cherche qui je suis. Puis moi, en fait, je fais de la musique classique. Je travaille avec des orchestres, je travaille avec des ensembles. Puis en musique classique, c'est important d'avoir une signature parce que c'est différent du cinéma, évidemment. Je suis d'accord sur ton point. Parce que sinon, t'es juste quelqu'un, un compositeur parmi tant d'autres. Puis comme tu dis, c'est pas que je veux influencer les gens, mais je veux quand même réussir à me démarquer, tu sais, parce que c'est une ambition. C'est une ambition. Puis, mais je cherche mon style, mais c'est pour m'accomplir dans mon art, en fait. C'est pour dire, ouais, ça, c'est moi qui ai fait ça. Puis, je suis vraiment fière de faire ça. Je suis vraiment fière de ça, de ma musique, de mon langage, tu sais. Parce que c'est ça, c'est trouver un langage qui nous est propre, des réflexes qui nous sont propres, puis que quelqu'un, peut-être mes parents, un jour, fasse « Ah, c'est Claudie qui a composé cette musique-là, je la reconnais là-dedans. » C'est un peu comme ça, en fait. Mais à travers toutes les rencontres qu'on a faites, même avec les directrices photo, avec les monteuses, même les filles au son, la création sonore, on parlait de style et tout. Et souvent, non, mais moi, je suis au service du film. Mais en même temps, on en venait tout le temps à dire, mais oui, mais vous avez quand même une signature, on reconnaît, on va vous chercher pour quelque chose. Donc, c'est la relation au cinéma et probablement à la réalisatrice ou au réalisateur. On a l'impression que tout sort de la tête du réalisateur. Mais bon, c'est plus subtil. Des fois, l'image, on s'en rend moins compte comme spectateur, ou le montage, on s'en rend moins compte comme spectateur. Mais la musique, c'est très présent. Donc, pour continuer un petit peu sur la lignée de la signature, comment vous travaillez avec les réalisateurs, justement? Tu l'as abordé, vous l'avez tous abordé un peu, mais comment vous arrivez à comprendre ce qu'un réalisateur ou une réalisatrice veut ou ne veut pas, ou ce que vous pouvez amener au film? Parce que, bon, la musique, c'est Igor Stravinsky qui disait que c'était de la tapisserie. C'est qui disait ça? Probablement qu'il le disait un peu de façon ironique, en voulant dire qu'il ne veut pas que ça soit de la tapisserie, mais il y a certains cas, dans certains cas, on utilise, tu parlais par exemple, qui parlait de ça entre les interstices, donc pour faire des liens, bon, on utilise la musique vraiment. Ici,
quand même, dans votre cas, à toutes les trois, on parle de gens quand même qui composent une musique qui n'est pas juste une tapisserie, mais qu'est-ce que vous décidez que vous allez souligner ou ajouter ou raconter avec votre musique, dans votre travail avec les réalisatrices, les réalisateurs? C'est une longue question, hein? Oui, c'est compliqué. Des fois, c'est la musique temporaire qui nous guide beaucoup. Et d'autres fois c'est les discussions avec les réalisateurs et les réalisatrices. Il y en a qui sont très... qui s'expriment très bien, d'autres qui disent « je te donne carte blanche ». Ça dépend, chaque film est différent. Pour Animal Behavior, David Fine et Alison Snowden, c'est très particulier. Il y avait les musiques temporaires très spécifiques, les endroits très spécifiques où est-ce qu'ils voulaient avoir la musique. Puis une fois que j'ai entré dedans, je pouvais faire un peu qu'est-ce que je voulais. Tu as fait sauter la... Mais c'est comme... T'es allé dans un autre sens que la musique temporaire que vous avez mais c'est comme faut que je leur assure que j'ai bien compris. Puis après ça, j'étais capable à faire qu'est-ce que je voulais dans le genre de musique. Wendy Tilby et Amanda Forbes, pour When the Day Breaks et Wildlife, eux, ils aiment beaucoup la musique d'archives. Alors pour When the Day Breaks, ils voulaient avoir une musique des années 30. J'ai fait des études un peu sur les arrangements. J'avais enregistré ça à Studio Victor avec un microphone, avec une semblable, comme une sorte de vieux style de band de jazz. On a fait beaucoup d'efforts que ça sonne très vieux. Puis une fois à ONF pour le mix final, ils trouvaient la musique tellement jolie que c'est dommage que ça sonne trop vieux. Alors, ils ont tout scrappé ça, puis on a fait ça high fidelity après tout ça. Mais ça dépend des réalisateurs. Robert Altman, le plus grand réalisateur reconnu avec qui j'ai déjà travaillé, il m'a donné carte blanche. So, who knows? Yeah. Est-ce que tu t'es déjà trompé? Arriver avec une proposition qui... Bien sûr, parce qu'on donne les démos et c'est pour les réalisateurs, réalisatrices à approuver. Ou... Oui, des fois j'ai une approche très rythmique ou je ne sais pas trop quoi, et eux, ils avaient quelque chose dans la tête, mais je peux dire que, et je suis contente de dire ça, parce que la confiance en soi, c'est essentiel dans ce métier, parce que c'est l'intuition qui me guide. La plupart du temps, ça marche, le premier coup. Mais c'est pas mon ego qui dit ça, c'est vraiment, sinon je ne ferai pas ça. C'est pas que je suis pas adaptable et je peux pas le refaire, bien sûr, mais il faut que je comprenne qu'est-ce qui est pas dit, ni par le réalisateur, ni par l'image, ni par le montage. Il faut que je comprenne l'intention de l'histoire du film. Et si je ne sais pas ça, je suis perdue. Je peux faire 15 démos et rien qui va marcher. Oui, ben pour moi, c'est à peu près la même chose aussi. Absolument d'accord avec ça. Pour moi, ça commence toujours avec une discussion avec le réalisateur. Je ne vais jamais me lancer sans avoir la discussion pour être sûr que j'ai bien compris, que j'ai bien saisi, comme on dit, le film et ce que lui aimerait que la musique fasse. Et à quel point il veut être précis, le réalisateur, dans ce qu'il veut entendre versus à quel point il me laisse la place de moi m'imposer artistiquement. Et... je pense que même déjà dans la première discussion, et même parfois alors que le travail est entamé, ça peut arriver qu'il y a un mismatch, comme on dit, ça ne fit pas. Puis à ce moment-là, ça me dérange pas, moi, personnellement. Pas nécessairement quelque chose que je recommande, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, comme je dis, mais dans mon cas, à moi, ça ne me dérange pas de me retirer s'il y a un mismatch, par respect pour l'œuvre, pour le film. Tu veux dire que tu ne fais pas la musique, ouais, finalement? D'admettre que je ne suis peut-être pas la bonne personne pour pouvoir scorer le film en question, tu sais, parce que je ne vais pas prétendre pouvoir tout faire, faire n'importe quoi. Il y a des gens bien meilleurs que moi dans certains styles. Par exemple, pour faire du classique, tu vois, comme toi, tu as des études en classique. Moi, je n'ai pas étudié la musique, je n'ai pas de théorie, de formation théorique de la musique. Donc, si ça prend quelque chose de très classique, je ne vais pas prétendre pouvoir le faire nécessairement, ou si c'est un style que je ne connais pas vraiment, que je n'ai jamais abordé, tu vois, ou qui ne me parle pas, qui me colle pas à la peau, tu sais, qui moi, me fait pas triper nécessairement, et que je comprends que oui, effectivement, c'est ça qui irait là, ben, par respect pour le réel et pour l'œuvre, je vais me retirer, tu sais. Judith parlait d'intuition. Moi aussi, je vais beaucoup par intuition. Je pense que c'est ce qui nous reste,
qui nous dissocie de la machine. Aujourd'hui, le AI, il développe beaucoup... L'intelligence artificielle, ils sont beaucoup sur le deep learning, sur le Neuralink, sur les machines qui copient le système neuronal du cerveau humain. Et ils essayent, beaucoup d'argent est mis aujourd'hui par la science et par les gouvernements sur développer une machine qui est sentient. Sentient en anglais, qui englobe beaucoup le senti, mais la conscience. Puis pour moi, je pense que c'est ce qui nous dissocie encore du AI, parce qu'il y a beaucoup de gens qui développent en ce moment, principalement en musique, pour créer une intelligence artificielle capable de pouvoir créer de la musique et même pouvoir créer de la musique à l'image. C'est-à-dire que tu lui dis... C'est triste. Tu vois? Mais oui, c'est absolument triste. Ils n'y sont pas arrivés encore. Tu vois? Oui, mais... En fait, non, je me trompe. Oui, il y a déjà des machines qui arrivent à faire des pièces qui ne sont pas mauvaises. En dictant, en fait, des tu émotions. lui dis, voici le nombre de temps, voici les instruments à utiliser, voici les mouvements, voici les accords. Tu lui donnes les informations de base, puis lui, dans un temps record, beaucoup plus rapidement qu'un être humain le ferait, il te pond une pièce. Et la pièce, elle se tient. Mais ils ne sont pas encore arrivés à faire quelque chose qui va capter l'attention de l'oreille humaine puis qui va chavirer l'être humain. Ils n'y sont pas arrivés encore. Parce qu'il nous reste quelque chose à nous, l'être humain, qui fait en sorte que nous ne sommes pas une machine, qui fait que si je pouvais scorer n'importe quel film parce qu'on me donne des informations, puis je dis « OK, enter », puis je score le film, je deviendrais tranquillement une machine, moi aussi. Mais j'ai cette façon d'aborder, de sentir, de ressentir, qui va chercher une humanité chez moi, une façon de comprendre et de dialoguer avec l'émotion qui reste profondément humain, et que je pense qu'il ne faut pas qu'on perde, surtout quand on est dans le domaine artistique. Fait que moi, je fais l'éloge de l'humanité dans l'art, puis, puis de l'idée de ne pas se transformer en machine. Very deep here. Oui. Mais je pense qu'il y a des gens qui composent sans être des machines, qui composent plus... je pense que c'est toi, Tu penses Claudie, que les gens qui composent qui ne sont pas les machines? Non, oui. Je veux dire, qui composent plus comme des machines, mais j'allais dire, qui font des formules, en fait. Hein, tu parlais de ça, Claudie, que tu avais abordé ça, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est des formules. La formule. Et qu'il y a des gens qui te demandent de faire des formules, exactement, en fait. Exactement, parce que, je veux dire, c'est ça, s'il y a tellement une demande pour ça, ça devient tellement commercial, ça devient tellement... Comme ça. Alors, comme dans quel ça, contexte on te demande de faire des formules? Dans la publicité, évidemment, dans les films plus même commerciaux. Comme ce qu'elle disait tantôt, fais-moi une musique comme... Quand on dit ça comme ça, exactement. Mais les films d'action de Hollywood, quand il y avait les gens qui faisaient les grands bandes sonores avec les corps, a lot of brass instruments, et ça finit que les compositeurs sont demandés à imiter ça. Et ça fait tout un genre de musique. Même il y a les sample libraries avec les phrases de musique qui peuvent être utilisées. Et it's dull. It doesn't grab your attention. Ça ne colle pas aux images. Ça ne donne pas une son de signature au film. On va la convertir. Mais exactement, je dirais que cette formule-là, justement, est un peu moins présente au Québec. Évidemment, au Québec, ça reste toujours très artistique. Je pense que c'est ça qui me fait triper, en fait. Moi, je veux rester ici toute ma vie. Mais bon, vu que je commence dans le métier, c'est normal quand on commence de se faire demander des formules parce que, justement, on ne collabore pas nécessairement avec nos amis. On collabore avec des gens qui viennent nous chercher parce que, bon, un compositeur les a laissés tomber à la dernière minute. Puis, bon, on a été référé par telle personne. Donc, c'est très fais-moi ci, fais-moi ça, je veux ci, je veux ça. Il n'y a aucune liberté possible. Cela dit, j'ai eu la chance quand même de travailler avec Robert Marcel sur des projets hyper intéressants, hyper créatifs, où encore là, j'avais quelques directives, puis je pouvais y aller par moi-même. Puis ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu composes de la musique avec lui ou pour lui? Avec lui. En fait, Robert me donne toujours tout le crédit de ma musique. Peut-être raconter un peu comment il travaille avec toi, parce que c'est vraiment très intéressant, cette espèce de... Pas de transmission, parce qu'au fond, il ne transmet pas sa formule, mais il... Il ne transmet pas sa formule, mais il m'aide. C'est tout simplement ça. Il m'aide à faire ma place, parce que la confiance, c'est tellement difficile à acquérir. Quand on commence, les gens, ils ne veulent pas nous faire confiance, puis c'est très comprenable, puis je comprends ça. Mais tu sais, moi, je suis là, je veux faire, puis je dis non, je vais le faire,
vous allez voir, ça va être vraiment super ce que je vais vous faire, mais c'est tellement difficile la confiance, puis c'est normal parce que souvent, c'est des gros projets, il y a beaucoup d'argent impliqué. Donc, mais c'est ça, pour en revenir à Robert, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois, j'étais dans un cours, puis il m'a proposé comme ça de faire une scène, dans le fond, d'un documentaire sur lequel il travaillait. J'ai fait, OK, je vais faire ça. J'ai fait ça une fin de semaine, j'ai montré, puis il a trippé, puis il m'a dit, ben ça tente-tu de faire le film avec moi? Puis j'ai fait, ben oui, c'est clair. Tu sais, je veux dire, j'étais en 2e année de baccalauréat, 3e peut-être, puis c'était un projet incroyable. Puis j'ai fait, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit, bon, voici telle scène, je te propose ceci, fais ça. Mais garde-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis, donc, j'ai fait des propositions. Puis, il a aimé, le réalisateur a aimé. Puis, c'est comme ça qu'on travaille, en fait. C'est 1 ou 2 lignes par courriel. Ah oui, peut-être ça. Puis, je compose la musique, j'y montre, puis ça passe. Puis comment tu fais une coordination pour du style, pour la gamme, pour les arrangements? Tu divises le film avec les scènes et toi, tu prends un couple et Robert... Et toi, tu as un crédit dans le générique aussi? Oui, exactement. Mais pour avoir un son pour le film, pour sortir les thèmes, est-ce que tu divises ça par personnage ou type de scène? Ça dépend. Ça dépend, en fait. C'est selon mon intuition. Souvent, en fait, c'est par scène. J'ai fait beaucoup de documentaires avec Robert, ce qui fait qu'évidemment, il y a des personnages, mais c'est moins caractérisé comme une fiction, si on veut. Il y a moins de thèmes vraiment attachés à telle ou telle personne. Mais c'est souvent, c'est ça, c'est les scènes, puis c'est vraiment d'aller chercher ce qui n'est pas dit, comme tu parlais tout à l'heure. Mais c'est juste la coordination entre toi et Robert. Oui. Comment ça marche que tu divises une bande sonore ensemble? Je suis curieux. Ah, mais en fait, c'est simplement, il dit, bon, je vais faire tel cue, puis toi, fais tel cue. Puis c'est comme ça. C'est tout. Dans le fond, on se divise le travail comme ça. Puis, en fait, souvent, Robert a déjà des propositions de fait avant moi. Moi, des fois, je les écoute, puis je me dis, OK, il va dans ce sens-là, mais je vais essayer d'aller dans ce sens-là en gardant mon langage, en gardant vraiment ma vision. Puis souvent, ça marche très bien. Il est très généreux, en tout cas. Hyper. C'est une Hyper. démarche généreuse. Hyper généreux. Je me rends compte qu'il est déjà 8h20. Depuis 7h, j'ai pas regardé vers la salle beaucoup pour savoir s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y en a? Parce que sinon, on va continuer ici jusqu'à demain matin. Je sens... Non? C'est bon? Alors, peut-être pour continuer un petit peu, justement, tu parles un petit peu de ta relation avec Robert-Marcel Lepage. Je me demandais si vous aviez des collaborateurs, des musiciens avec qui vous travaillez, comment ça fonctionnait. Est-ce que vous composez vraiment tout seul? Après ça, vous allez chercher les musiciens selon, ou vous avez des collaborateurs vers lesquels vous vous retournez tout le temps par rapport pour les musiciens, par exemple, ou je pense un petit peu à Jenny avec André Courcy pour le film de Will Prosper, entre autres. C'est quelqu'un, je sais, avec qui tu travailles. Toi, Judith? Moi, je travaille toujours toute seule, mais David Gossage est comme une arrière de moi quand j'ai besoin d'autres oreilles. Parce que c'est qui? C'est un joueur de flûte, mais il fait les très belles arrangements. C'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Et on s'entend très bien ensemble. Alors, quand je travaille sur un film, c'est très intense. Je suis toute seule. Et j'aime ça des fois, juste à la faire écouter à David. C'est comme un peu quand tu fais un dessin et tu le regardes dans un miroir. La première image que tu vois dans le miroir, ça donne une vérité que tu ne sens pas nécessairement quand tu es en train de dessiner. Alors, des fois, à côté le film avec David, c'est un peu comme je l'écoute pour la première fois. Et des fois, il fait les suggestions d'arrangement ou non. Des fois, il travaille avec moi littéralement sur les choses. Je vais aller à Prague pour enregistrer avec un orchestre. Et probablement, je vais aller avec David pour le plaisir et aussi pour le côté... à Prague, hein? C'est ça Prague, oui. Okay. Parce que je peux engager un orchestre vraiment pas cher, formidable, pour un projet. Ouais. Jenny, est-ce que tu voulais parler un petit peu de comment toi tu travailles par rapport à... Un peu comme... c'est très beau comment tu viens de le dire en plus, parce que c'est absolument vrai. Aussitôt que quelqu'un écoute, parce que tu es tellement dans ta bulle, en tout cas moi aussi, je suis vraiment assez intense, puis je suis dans ma bulle. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a écouté, en ma présence, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu encore, parce que tu l'entends vraiment comme si c'est la première fois quand quelqu'un d'autre écoute. Puis dans mon cas, moi, André Courcy, effectivement, c'est mon collaborateur depuis mon entrée dans la musique, en fait. On a connecté et on a toujours travaillé ensemble. Et c'est tout le temps le premier qui écoute ce que je fais. Et même souvent, c'est le premier à qui je parle avant même de concevoir. Dès que j'ai l'idée en tête, en fait, je lui en parle.
Et, C'est lui qui te ramène, tu disais? oui, c'est un de ceux qui me ramène, effectivement. Quand tu fly trop. Oui, c'est ça qui est plus terre à terre que moi. Mais oui, c'est un travail vraiment que je dois absolument créditer parce que le résultat final ne tient vraiment pas qu'à moi. Là. C'est vraiment... André Courcy, c'est mon main collaborateur, mais j'ai aussi des musiciens avec qui je travaille. Martin Courcy aussi, qui est le frère d'André, qui a commencé avec moi dès mon premier album aussi. Dès que je pense piano, dès que je pense classique, je me tourne vers Martin. Dès que je pense guitare, je construis beaucoup autour de la guitare parce qu'André, c'est mon guitariste. Donc, j'ai toujours la guitare en tête quand je construis une pièce musicale. Et bon, j'ai tout le temps ma série d'instruments de base avec moi. Et ensuite, j'ai des musiciens que je rajoute. S'il y a des cordes, si je veux rajouter des violons, si je veux rajouter... si je veux aller dans des instruments qui sont plus ethniques, si on veut. J'ai des idées, je sais déjà, mais j'ai des collaborateurs vers lesquels je retourne continuellement. Parce que c'est comme une petite famille aussi où on se comprend. C'est une forme de langage où on se comprend, toute la gang. Fait que je retourne tout le temps aux mêmes collaborateurs. Puis ça donne un son aussi qui est très spécifique. Donc, ouais, je le ferais pas autrement. J'aime bien cette façon de faire. Moi, je change de musicien tout le temps. Tu vois? T'es pas fidèle. Pas du tout. Non. Je suis mariée beaucoup. Non, parce que chaque projet est différent, alors j'aime ça. C'est sûr qu'il y a Sheila Hannigan pour le violoncelle, que j'adore. Il y a certains mondes avec qui je travaille, mais c'est ça que je trouve flyé pour la musique de film aussi. Parce que tu sembles chercher des fois des sonorités toujours comme différentes. je travaille pour un projet à ONF en ce moment, ça s'appelle Elephant 67, et c'est une histoire très émouvante sur un éléphant qui a... une animation. Oui, animation documentaire. Et pour ça, je voulais avoir un son un peu indien parce que l'éléphant vient des Indes. Et je trouvais un guitariste qui joue un instrument qui est un hybride de sitar et guitare. Ça s'appelle une vina. Alors, c'est ce type de recherche d'instruments. Et aussi, je vais engager un saxophoniste basse qui est un saxophone beaucoup plus grand que moi. Alors, je ne suis pas très grand, mais quand même. Alors, c'est fun, c'est superbe. Ça. Je vais aller en Europe pour... Il faut que je trouve un quatuor de balalaïka. De quoi? Balalaïka. C'est quoi ça? Comme les mandolines triangulaires qui sont jouées en russe. Ah. Parce que il faut que je trouve aussi une chorale des voix d'hommes russes pour un projet en Europe. Alors, I look for unusual things, and so j'aime ça. Tu cherches les trucs. Ouais. C'est ça, tout le temps pour justement... Mais c'est sûr que je ne veux pas imposer quelque chose sur une bande sonore, mais si je regarde un film pour la première fois et quelqu'un me demande de faire la musique, je le regarde, je dis, oh, that would be good for a string quartet. And then I go, no, Judith, what else could you do? Tu ne vas pas à la première idée. Non, c'est parce que je veux faire un petit twist, parce que je veux que le monde qui regarde le film fait ça. Qu'il s'approche un tout petit peu. Parce que si le bande sonore est is something that we would be expecting, on ne fait pas attention au film, à l'histoire. Il faut qu'il y ait quelque chose un peu inattendu. Sinon, ça devient de la tapisserie. Oui, exactement, wallpaper, oui. Ou même le timing, des fois, de musique. Si c'est un meter très régulier, alors si c'est un peu plus tentatif, c'est les petits tricks of the Puis après, trade. c'est de doser cet effet-là d'inattendu. Oui. Puis là, c'est là qu'on ne sait pas pourquoi ça marche, pourquoi des fois ça ne marche pas. Des fois aussi, c'est une question de goût. On peut aimer qu'il y ait beaucoup de musique, puis on peut Une bande sonore de ONF que j'adore, c'est la bande sonore pour le film sur Paul et Julienne. Oui. This is just gorgeous. It's just, c'est du jazz, mais c'est un jazz qui est comme Pauline, comme ça. Il y avait 2 batteurs à ONF, il y avait un bon groupe de jazz. C'était fabuleux, ouais. Il y avait un filon que j'ai perdu, mais il me semble qu'on était rendu à toi, non, là-dedans? Non? Oui. Dis parce que... oui, tu collabores, toi aussi. Je savais, je vais le retrouver. Toi aussi, tu collabores. Oui, je collabore. Ou en tout cas, tu as quelqu'un proche de toi qui fait aussi de la musique. Oui, c'est ça, parce que en fait, pas vraiment le choix. Des fois, les projets sur lesquels je travaille, il y a très peu de budget. Donc, d'habitude, c'est aucun budget pour engager des musiciens. Donc, je dois faire avec les moyens du bord. Puis, en fait, mon copain, c'est un compositeur aussi. On est allés à l'école ensemble. On a fait le même bac et tout.
Puis, de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à travailler sur des projets ensemble. On a fait des documentaires. Donc, c'est ça, on collabore beaucoup ensemble parce que, bon, on se dit, c'est gratuit. Vous vous exploitez l'un l'autre. Exactement, on s'exploite beaucoup. Puis aussi, je m'exploite moi-même. Moi, je fais... je joue plusieurs instruments, en fait, comme j'ai dit un peu tantôt. Je joue des claviers, je joue de la guitare, je joue un peu de violon aussi, je joue de la basse. Donc, je fais avec les moyens du bord. Je m'achète plein de trucs, j'essaye plein de trucs. Mais là, on est sur Facebook Live, puis on dit que c'est fini, là, ton auto-exploitation. À partir de ce soir, les contrats, là, c'est payant. OK? Parce que sinon, tu vas avoir beaucoup d'appels après. Oui, c'est très payant. Écoutez, je m'exploite plus du tout. Non, c'est terminé. Mais donc, pour en revenir, c'est ça, je fais beaucoup d'expérimentation. Je vais dans des garages, je joue après n'importe quoi, je tape sur des trucs. C'est tellement trippant faire ça. C'est tellement trippant. Tu viens chercher des sons que jamais tu aurais pensé qu'ils pourraient exister. Puis, c'est sûr que c'est dommage de ne pas travailler avec des musiciens parce que c'est une des parties de mon métier que j'aime le plus. C'est une collaboration extraordinaire. Mais bon, quand tu n'as pas les moyens, tu peux pas te le permettre. Mais bon, pour en revenir sur mes expérimentations, même si c'est seul, même si c'est très personnel, je trouve que c'est super trippant pareil. Parce que t'es dans ta tête, puis là, t'inventes un monde, puis là, tu te dis « Ah oui, ça serait vraiment super pour tel truc, », puis tu continues, puis tu deviens en espèce de transe, là. Je sais pas, toi. Nathalie, moi, j'aurais une question. Bon, mais il est rendu trop tard. Trop tard? En fait, c'est dans la veine de la collaboration, mais avec le concepteur sonore. Parce que c'est une autre couche là, qui se rajoute au niveau du son d'un film, puis c'est intimement lié à votre travail aussi. Comment ça se passe? Ben pour moi, ça se passe, c'est inexistant, en fait. Complètement inexistant. Tu le fais toi-même. C'est gratis. Des fois, je le fais moi-même. Des fois, je suis juste pas... on me demande juste pas... On ne te met pas en contact avec le concepteur exactement. sonore. Puis moi, je trouve que c'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on est comme en conflit. Puis on devrait pas être en conflit. On devrait travailler ensemble. Puis je sais que c'est difficile, la production. Il faut faire ça rapidement, mais ça serait tellement La musique mieux. arrive en bout de ligne. Exactement. Oui. Ou des fois en même temps. À ONF, j'étais Normand Roger était encouragé, c'est un compositeur de musique de films d'animation à ONF bien reconnu. Lui était encouragé et moi aussi à faire la conception sonore et la musique pour certains films d'animation parce que c'est tout un univers, c'est the suspension of disbelief, c'est parce qu'il n'y a pas de son dedans. Alors j'ai fait la conception sonore aussi, mais quand c'est pas moi qui le fais, j'ai essayé de travailler avec les gens comme Olivier Calvert ou Pierre-Yves Drapeau, avec qui je travaille souvent, avec qui j'ai un rapport. Et sinon, j'encourage le producteur ou le réalisateur à me mettre en contact au fur et à mesure. Il ne veut pas toujours. J'ai fait un projet de Toronto cet été. J'avais demandé, s'il vous plaît, envoyez-moi de folie. Je vais envoyer ma musique, les petites démos. Il ne voulait rien savoir. Il nous gardait vraiment à part. Et dans le mix final, j'étais allée à Toronto pour ça. C'était comme la guerre mondiale troisième. Parce que, entre oui, toi parce et qu'il y avait les petites choses qui apparaissent sur l'écran. Et moi, j'avais souligné ça avec la musique. Et eux, ils ont souligné ça avec les effets sonores, avec les tons. Alors, les tons qui ne marchaient pas avec les miennes. Alors, non, c'est un peu nounoun. Ça prend une coordination. C'est ça, un superviseur de son. C'est ça le job, c'est que tu fais une coordination. Avant, on avait les interlocks, quand tout était sur le film. Ça, c'était avant le film, avant le mix final, on avait l'interlock comme une semaine avant pour que le réalisateur, pour la première fois, peut voir tous les éléments en même temps. Mais maintenant, avec Pro Tools, c'est super facile d'envoyer les fichiers. Il n'y a pas de raison à ne pas avoir une communication. Puis le réalisateur ou la réalisatrice dans ces cas-là, en fait, n'exprime pas cette volonté-là d'avoir... Mais pour mon truc à Toronto, c'était pour une grande compagnie. Et je ne sais pas, il aimait ça avoir les départements séparés. C'était bizarre. Ça dépend pour qui je travaille. Oui, donc tout ça pour dire que ce serait une suggestion, en fait, pour améliorer le travail d'équipe, qu'il y ait une communication très serrée entre les différents départements, surtout au niveau sonore, parce que moi, c'est pareil pour moi aussi.
sur chaque projet vient cette étape et on l'attend, cette étape. Il y a toujours l'étape où il va avoir un peu... on va se prendre un peu la tête avec l'équipe sonore, puis pour se diviser le mix aussi, le temps de mixage. C'est toujours compliqué. Chacun défend son petit territoire et l'importance de son travail, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de communication au départ pour qu'on comprenne le travail de tout un chacun et qu'on ne se marche pas sur les pieds non plus, parce qu'effectivement, parfois, on va appuyer quelque chose musicalement qui va être appuyé également par la conception sonore. Là, on se base sur quel son qui va rester. Des fois, les sons sont dissonants et là, ça devient problématique. Donc, tout ça peut être évité si au départ, l'équipe le sait. OK, on le sait, tout le monde. Les départements vont se parler, vont travailler ensemble. Et les individus aussi, pour se protéger, peut-être, je suggérerais de le demander aussi, même au niveau contractuel, qu'il y ait un temps alloué de rencontre avec la conception sonore, un temps alloué spécifiquement à la musique aussi, et alloué spécifiquement au mix de la musique aussi, que ce ne soit pas mélangé le mix de la conception sonore et le mix de la musique en bloc, en un seul morceau, parce que là, c'est sûr qu'il va avoir un peu, ça va être un petit peu du cafouillis. Donc, si c'est clair au départ, ça devrait bien aller. Ça va être vraiment avantageux pour tout le monde, en fait. J'ai quelque chose à dire. Oui, comme les musiques. On est là pour t'écouter. Quelle surprise, Judith. Comme la musique temporaire, c'est difficile pour les compositeurs. Maintenant, on est toujours demandé à livrer la musique pour le mix final avec les stems. Ça veut dire les violons sur une petite piste stéréo, les percussions, les basses. Vous n'aimez pas ça, hein? I hate it. Et moi, par générosité, j'ai fait beaucoup de stems. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le réalisateur, le producteur, le mixeur, il commence à faire le montage de musique. Ça veut dire, hop, la mélodie ici, on peut la muter. Ou la basse ici, on n'a pas besoin. Ou la percussion ici. Et la musique, c'est comme une casse-tête. C'est comme tu prends une peinture de Picasso et tu enlèves tout le rouge. Non, mais ça vient tout débalancer. Alors, la musique, c'est la même chose. Alors, malgré le fait que je veux être très souple et généreuse et je veux remplir mon contrat que je livre avec les stems, c'est rendu un véritable problème. Je connais comme Michel Cusson, qui fait la musique de film, il refuse maintenant à livrer les stems. Ou s'il va livrer, parce que je travaille avec le même mixeur que Michel, il va livrer peut-être 2 stems, parce qu'il y a trop eu les conneries comme ça. Et ça commence à m'arriver de plus en plus. C'est un problème. Je me demandais, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Peut-être pour aller vers... Moi aussi, j'ai goût de vous poser plein d'autres questions parce que là, on parle d'animation, on parle peut-être un peu de fiction, on parle aussi de documentaire. Puis je me disais peut-être que selon ces genres-là, il ne reste pas tant de temps que ça, mais il y a une utilisation de la musique qui est différente ou une acceptation de la présence de la musique. Moi, je parle peut-être un peu plus pour le documentaire parce que c'est ce que je connais le plus. En animation, je trouve qu'on a tendance à lui donner beaucoup plus de place à la musique. Est-ce que... toi, tu as travaillé dans les deux, Judith, animation, documentaire. Est-ce que tu sens une différence? Vite, je peux répondre que la présence de musique dans le film de Pauline Julien, particulièrement à ONF, est très rare. Souvent, la parole est mise ici, vis-à-vis le volume, et la musique est mise ici. Et la mentalité, c'est que we have to be able to understand what they're saying. Comme les films de Hollywood qui sont les drames, on ne comprend rien. La musique est très proche de... C'est une drôle de mentalité. Et c'est subtil des fois parce que ça enlève le côté dramatique. On est moins engagé dans le film. Ça fait un film plus poli et plus académique quand ça peut être beaucoup plus émotif. Alors, malheureusement, je trouve qu'il y a une différence de mix des fois. Sauf si le réalisateur, la réalisatrice s'impose et a une idée très claire de qu'est-ce qu'il veut comme mix. Oui, absolument d'accord, encore une fois. Oui, c'est vrai. C'est un peu fatigué. Non, c'est ça, c'est... ouais, c'est comme, il y a quelque chose de beaucoup plus... on a tendance au documentaire de se faire demander de se reculer, alors que dans la fiction... c'est comme si c'est d'emblée qu'il y a un truc artistique qui va prendre une certaine place. Il y a un certain volume même. Et qu'en documentaire, on nous demande de vraiment se mettre en retrait puis se mettre en arrière. Et, mais les choses changent, tu sais. Je veux dire, l'art est en train de beaucoup progresser aussi.
avec tout le côté interactif, avec les jeux vidéo, avec le Netflix, avec, tu sais, maintenant avec les films où l'auditeur peut choisir quelle scène qui va suivre, il y a A, B, C. Je veux dire, on est complètement ailleurs. Donc, le documentaire tend à vouloir suivre aussi, doit pouvoir suivre aussi s'il veut rester pertinent dans le jeu. Et le documentaire est en train de devenir aussi une œuvre d'art, pas juste l'idée de la caméra à l'épaule qui suit une scène, tu sais, au présent, mais quelque chose que tu prends, qui est réel, qui est palpable, mais que tu décides d'en faire une œuvre tout de même qui va pouvoir aller chercher les gens à plusieurs niveaux, tu sais. Donc, moi, je trouve intéressant cette approche du documentaire. Et de ce fait qu'on laisse la place à la musique aussi, de pouvoir prendre l'espace artistique qui lui revient et non pas juste, comme tu disais, la tapisserie, parce que cette tapisserie, c'est beaucoup en documentaire qu'on entend au niveau de la musique. Donc, je pense que si on veut pouvoir suivre, si le documentaire veut suivre, si la musique au Québec aussi veut suivre ce qui se fait au niveau international, je pense qu'il faut être capable de percevoir cette approche beaucoup plus moderne de la musique, beaucoup plus en ramification aussi. C'est comme une musique qui peut amener à plusieurs endroits. Tu vois, c'est comme ce côté interactif dont je parle, ça amène ça aussi. Et on a tendance à voir ce côté interactif par opposition au documentaire qui est dans le concret. Mais il y a moyen d'aller chercher tout de même en documentaire quelque chose qui fait coexister le réel, qui fait coexister le vécu avec quelque chose qui est tellement... qui va chercher l'universel, où l'art prend sa place, en fait. L'art prend sa place de pouvoir faire rayonner quelque chose et de venir chercher l'universel qui habite chaque être humain ou chaque auditeur qui va écouter le film puis qui va entendre la musique. Donc, je pense qu'on est comme rendu là aujourd'hui, tu sais. Vite, moi, je pense que la musique de film pour de fiction et les documentaires devraient être mixés pareil. Les grands documentaires qui réussissent sur le circuit des festivals sont les documentaires qui sont extremely engaging and beautiful and they're like a fiction film parce que ça sont engageants. Ben oui, c'est ça. Alors à faire les petits mix polis que le dialogue, le message sort, c'est dommage. Je pense que ça vient du fait que justement c'est le pouvoir qu'on donne à la musique de tromper le réel, à quelque part. On a cette... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme s'il y avait, dans une certaine école du documentaire, une pudeur par rapport à la musique, parce que la musique vient tromper l'émotion. Mais aussi parce que c'est les vraies vies qu'on voit sur l'écran et on ne veut pas trop dramatiser. Oui, on ne voudrait pas comme... Comment on dit ça, donc, insinuer une émotion ou y faire vivre. Quand au fond... comme tu l'as très bien exprimé, puis je ne pourrais pas te paraphraser. Jenny, en fait, la musique peut aussi participer à transcrire le réel autrement, ou en tout cas une vision du réel. Mais ça, c'est peut-être justement comment le cinéma va évoluer ou comment notre perception du cinéma va évoluer. Puis je pense que c'est les réalisateurs qui ramènent ça. Il faut des bons compositeurs aussi. Mais, ou les réalisateurs qui ont une vision. Oui, parce qu'effectivement, il faut que ce soit le talent de l'ouvrier aussi, parce qu'il faut qu'on soit capable, nous, de savoir quand est-ce qu'il ne faut pas justement pousser trop loin, laisser la scène, puis le réel de la scène dans sa temporalité présente, puis tu n'y touches pas, versus quand est-ce que tu peux te permettre d'amener des possibles, des si, des ailleurs autour de quelque chose qui est vrai, mais là, tu emmènes des possibilités. C'est comme tu viens élargir le champ de vision et de perception. Oui, puis ça, c'est intéressant. Tous les films, je pense, qui sont les réussis, c'est parce qu'ils nous parlent d'une vérité universelle. C'est une histoire spécifique qui nous ramène ailleurs. And that's always the desire of any music that I do. It's to find the universal truth in the film that isn't said, and I try to express it with the music. J'ai réussi pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Oui. Trouver la vérité universelle. Oui, qui va parler de tout le monde. Alors peut-être avec les documentaires qui sont les vraies vies, on veut être respectueux des gens qui sont sur l'écran. On veut pas trop les dramatiser ou les transformer. Et donc, ça donne une pudeur pour les mix ou pour l'imposition de musique, mais je trouve ça toujours dommage. Parce que des fois, dans mon studio, j'écoute le documentaire pour lequel je suis en train de faire la musique et je fais un mix que moi, je trouve bien.
Mais au lieu d'être au lieu d'être le director's cut, c'est le composer's cut. Mais it's not just my ego. Pour moi, c'est pour le drame, c'est pour l'intention du film, c'est pour l'émotion. Le même avec les effets sonores. Et quand je vois le mix final ou quand je vais au mix final, je garde ma bouche fermée, c'est pas ma place. De temps en temps, je dis les petites choses, mais quand même, je vois que la puissance du film est diminuée des fois. Mais ça, c'est le goût des réalisatrices ou réalisateurs. And film is a director's medium. And I'm there to work for them. I mean, that's my job. Oui. Quoi rajouter? Tout a été dit. Le mot de la fin, dis là-dessus. Le mot de la fin, c'est difficile. C'est très difficile. C'est toi l'avenir. Oui. C'est toi qui pointe. L'avenir. Qu'est-ce que ce serait ton souhait? Par de rapport pouvoir, justement à ce métier-là? Qui continue et qui défie l'intelligence artificielle et tous les samples qui existent de ce monde, puis qu'on réussisse à se démarquer, puis que je puisse vivre ma passion à fond. Je pense que... Moi, j'espère que tu serais plus reconnue comme une compositrice, que tu serais reconnue like a film composer, not because you're a female film composer, that you're just a composer. That's what I hope for all of us, really. Une compositeur. Compositeur, voilà. C'est bon, ça. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on termine? Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Merci à tous les gens, les Facebookeux, qui nous ont suivis. Et je vous remercie, vous trois. Vraiment, ça a été une très belle soirée. Vraiment. Merci tout le monde. Merci. Nathalie. Merci.